Les parents fortunés de ma petite amie me détestaient avant même de me rencontrer. En route vers leur château pour la première fois, je me suis arrêté pour réparer la Rolls-Royce Vintage d'une vieille dame sur le bord de la route. Je suis arrivé avec 1 heure de retard, couvert de graisse, prêt à ce qu'il me jette dehors. Et puis, la femme que je venais d'aider est arrivée derrière moi. Avant d'entrer dans les détails, j'ai une question. Quel est le moment le plus stressant de rencontre avec les beaux-parents que vous ayez vécu ou entendu? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires tous les jours. D'accord, partons sur cette route de campagne isolée. L'appel téléphonique avec ma petite amie, Sophie, était censé être un dernier encouragement rassurant. Au lieu de cela, c'était une leçon magistrale d'anxiété. J'étais debout dans mon petit appartement, déjà en sueur dans mon meilleur et unique costume, et sa voix à l'autre bout était un murmure tendu et frénétique. « D'accord, Marc, souviens-toi du plan, dit-elle. Quand mon père te demande ce que tu fais, tu ne dis pas que tu possèdes un garage. Tu dis que tu es dans la gestion automobile spécialisée. Et si ma mère te pose des questions sur tes mains, tu lui dis que tu as fait du bricolage récréatif en bois. Quoi que tu fasses, ne mentionne pas les mots huile moteur ou liquide de transmission. » Sophie, chérie, dis-je, essayant d'en faire une blague. Je suis mécanicien. C'est ce que je fais. C'est qui je suis. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. J'en suis fier. Je sais que tu l'es, murmura-t-elle, et je pouvais entendre la douleur sincère dans sa voix. Et je suis fier de toi, mais eux, ils sont différents. Ils viennent d'un monde différent. Ils ne comprendront pas. Juste pour moi, Marc. Juste pour ce soir. Peux-tu, s'il te plaît, jouer le rôle? Je soupirai. Je ferais n'importe quoi pour Sophie, y compris prétendre être un homme que je n'étais pas. Pendant quelques heures, pour impressionner ses parents snobs insupportables, Richard et Éléonore Prévost. Je ne les avais jamais rencontrés, mais j'avais entendu les histoires. Des histoires sur leurs adhésions à des clubs privés, leurs galas de charité, leur jugement silencieux mais absolu sur quiconque ne rentrait pas dans leur monde étroit de vieille fortune. Et moi, un ouvrier au col bleu avec de la graisse sous les ongles que aucun frottement ne pouvait complètement enlever, j'étais l'incarnation vivante de tout ce qu'ils méprisaient. J'ai passé 10 minutes à frotter mes mains avec une brosse raide et hérissée jusqu'à ce qu'elles soient rouges et à vif, une tentative futile d'effacer les preuves de mon travail de vie. Je suis monté dans ma camionnette vintage, impeccablement propre, un véhicule que j'avais restauré de mes propres mains, et j'ai commencé le long trajet, hors de la ville et dans leur monde. Plus je roulais, plus le paysage changeait. Les blocs urbains sales cédèrent la place à des banlieues étalées qui fondaient ensuite en vastes collines ondulantes de campagnes préservées. La route se rétrécissait, et bientôt je passais devant d'immenses domaines clos, chacun une forteresse de richesses et de privilèges. Je vérifiais ma montre. J'allais en fait arriver avec quelques minutes d'avance, une petite victoire gérable. Et puis, en contournant une longue courbe sinueuse, je l'ai vue. C'était une voiture, mais ce n'était pas juste une voiture. C'était une œuvre d'art. Une magnifique Rolls-Royce Silver Cloud bicolore des années 1960, garée maladroitement sur l'accotement gravillonné, son grand capot argenté ouvert. À côté d'elle, l'air totalement impuissante, se tenait une dame âgée. Elle était l'image de l'élégance. Vêtue d'une veste en tweed et de perles, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle fixait le moteur silencieux et fumant, avec un regard de frustration aristocratique profonde. Mon esprit s'emballa immédiatement. « Continue à rouler », murmura une voix qui ressemblait de manière soupçonneuse à celle de Sophie dans ma tête. « Tu ne peux pas être en retard. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas ton problème. » Mais une autre voix plus profonde, la voix de l'homme que j'étais vraiment, prit le dessus. C'était un classique, un chef-d'œuvre. Et il était en panne. Et la femme avait l'air sur le point de passer une très mauvaise journée. Avec un grognement de résignation envers mon propre caractère, je ralentis ma camionnette et me garai devant elle. Je sortis, laissant ma veste de costume sur le siège. « Un problème, madame ?» demandai-je, essayant de paraître le moins menaçant possible. Elle me regarda, ses yeux vifs et intelligents, prenant en compte mon costume, mon pantalon et ma chemise.
avec une pointe de surprise. Elle s'est juste arrêtée, dit-elle. Ça, voix un ton cultivé et net. Elle a fait un bruit de cliquetis affreux et puis beaucoup de fumée. Mon chauffeur était censé me suivre, mais il semble s'être perdu. Cela vous dérange si je jette un œil ? Demandai-je. Je connais un ou deux trucs sur ces vieux moteurs. Elle me lança un long regard évaluateur, puis hocha la tête. Faites comme chez vous. Je me penchai sous l'immense capot, l'odeur familière et belle d'huile chaude et de métal vieilli emplissant mes sens. Pour moi, c'était une symphonie. Je vis le problème en moins de 30 secondes. Un fil effiloché sur le chapeau de distributeur. Un problème classique avec ce modèle. Une réparation facile si on savait ce qu'on faisait. C'est juste une connexion lâche, madame, lui dis-je. Je peux la réparer et la faire redémarrer en environ 20 minutes, mais je regardais mes mains propres et ma chemise. Ça va devenir un peu gras. Jeune homme, dit-elle, un petit sourire ironique sur le visage. Si vous pouvez faire redémarrer cette belle vieille bête, je me fiche que vous deviez vous couvrir de boue pour le faire. Et donc je me mis au travail. Je sortis ma petite trousse d'urgence de ma camionnette. Je me salis les mains. Je dénuda soigneusement le fil, le reconnectai et l'enroulai solidement avec du ruban électrique. Nous parlâmes pendant que je travaillais. Elle ne me demanda pas ce que je faisais dans la vie. Elle me posa des questions sur la voiture. Elle était vive, connaisseuse. Elle adorait ce véhicule et elle était véritablement impressionnée par mon expertise. Quand j'eus fini, j'essuyai mes mains grasses avec un chiffon de ma camionnette. « D'accord, madame, lui dis-je. Essayez-la maintenant. » Elle monta, tourna la clé, et le grand moteur puissant ronronna à la vie. Un grondement profond et satisfaisant. Elle rayonna, un sourire véritable et beau de joie pure. « Jeune homme, vous êtes un faiseur de miracles, s'exclama-t-elle. Comment puis-je vous rembourser ? Juste savoir qu'elle roule à nouveau et tout le paiement dont j'ai besoin, dis-je, mon propre cœur plein. Passez une merveilleuse journée, madame. Vous de même, dit-elle, ses yeux intelligents semblant retenir les miens pendant un long moment. Puis, avec un dernier hochement de tête reconnaissant, elle passa la vitesse et s'éloigna. Une reine dans son char, nouvellement ressuscitée. Je regardais la belle vieille voiture disparaître sur la route, un sentiment chaleureux d'un travail bien fait dans la poitrine, un sentiment qui se transforma immédiatement en glace quand je regardais enfin mes mains, maintenant striées de graisse noire, et puis ma montre. J'avais maintenant plus d'1 heure et 5 minutes de retard. Le soleil était une boule orange flamboyante descendant sous les collines ondulantes bordées d'arbres. Le dîner était censé commencer à 6 heures. Je répétais mon excuse dans ma tête pendant que je roulais les 2 derniers kilomètres jusqu'au domaine Prévost. « Je suis tellement désolé, monsieur. Il y avait une dame âgée, une vraie urgence, une voiture classique. Ça sonnait faible, pathétique, comme le genre d'excuse bon marché et incroyable qu'un écolier inventerait. Ce n'était pas le genre de personne qui apprécierait les nuances d'une automobile vintage en panne. C'étaient des gens, comme Sophie me l'avait si soigneusement expliqué, qui valorisaient une chose par-dessus tout, les apparences. Et moi, avec mes mains grasses, mon pantalon de costume taché de saleté et mon retard impardonnable, j'allais faire la pire première impression de l'histoire humaine. L'entrée du domaine était marquée par 2 piliers de pierre massifs, mais pas de portail. C'était une déclaration de confiance tranquille de vieille fortune. L'allée, une longue rivière sinueuse de gravier parfaitement blanc, crissait sous mes pneus. Elle menait à travers un paysage si parfaitement entretenu qu'il semblait irréel, s'ouvrant enfin pour révéler la maison elle-même. Château était le seul mot pour cela. C'était un manoir géorgien en briques étalé sur 3 étages, avec des dizaines de hautes fenêtres scintillantes, toutes illuminées de l'intérieur comme un grand navire de croisière festif. Je garai ma humble camionnette vintage, si amoureusement restaurée, à l'extrémité lointaine d'une allée circulaire déjà bordée de berlines allemandes coûteuses. Je me sentais comme une petite barque amarrée à côté d'une flotte de yachts. Pendant un long moment, je restais assis là, mes mains serrant le volant, mon cœur battant contre mes côtes. J'essayais de nettoyer la graisse sous mes ongles avec une serviette en papier inutile du compartiment à gants, un geste futile qui ne fit que l'étaler davantage. C'était le moment.
Je pris une profonde respiration stabilisante, sortis de ma camionnette et commençai la longue marche solitaire vers la porte d'entrée imposante. Je sonnai. Le son résonna, profond et sonore, quelque part dans l'immensité de la maison. J'attendis. Après ce qui sembla une éternité, la lourde porte en bois sombre s'ouvrit, et il y avait Sophie. Son visage, que j'avais vu pour la dernière fois en appel vidéo, plein d'un bel espoir anxieux, était maintenant un masque de choc pur et horrifié. « Marc », murmura-t-elle, ses yeux écarquillés en prenant mon apparence. Mes cheveux ébouriffés, mes mains tachées de graisse, et la saleté sur mon costume. « Oh mon Dieu, que t'est-il arrivé? Tu vas bien? J'étais si inquiète. J'ai essayé de t'appeler. Je suis tellement désolé, Soph. Commençai-je. Ma propre voix, un grondement bas et apologétique. Je peux expliquer. J'étais en route, et il y avait cette vieille dame sur le bord de la route. Sa voiture était en panne, et j'ai senti que je devais m'arrêter pour l'aider. Mais je n'ai jamais pu finir. Deux figures émergèrent du grand couloir derrière elle, entrant dans la lueur chaude de la lumière du Porsche. C'étaient eux, Richard et Éléonore Prévost. Ils étaient exactement comme Sophie me les avait décrits, seulement plus. Il était grand et aux cheveux argentés, vêtu d'une veste d'intérieur parfaitement taillée. Son visage était un masque de dédain aristocratique froid. Elle était incroyablement élégante, ses perles brillants, son expression de désapprobation ennuyée et glaciale. Ils regardèrent le visage horrifié de leur fille, puis me regardèrent, et leurs expressions se durcirent en quelque chose au-delà de la simple désapprobation. C'était un regard de mépris pur et non adultéré. « Donc, » dit Richard Prévost, sa voix un drôle bas et coupant aussi tranchant et froid qu'un éclat de verre. « C'est lui, le mécanicien. Je suis incroyablement désolé pour mon retard, monsieur et madame Prévost, balbutiai-je, mon discours soigneusement répété se transformant en cendres dans ma bouche. Il y avait une femme sur la route, sa voiture vintage était en panne, et j'ai senti que je devais m'arrêter pour l'aider. Richard leva une main, me faisant taire instantanément. « Nous ne nous intéressons pas à vos excuses, jeune homme. La ponctualité dans notre monde n'est pas une suggestion, c'est une exigence de base du respect. Une exigence que vous avez clairement échoué à respecter lors de cette première rencontre. » Sa femme, Éléonore, s'avança alors, ses yeux aussi froids et durs que ses boucles d'oreilles en diamant, rasant mon apparence avec un regard de dégoût physique. Elle regarda mes mains grasses et un petit sourire cruel toucha ses lèvres. « Sophie nous a dit que vous étiez un homme qui travaille de ses mains, » dit-elle. Sa voix dégoulinant d'un dédain venimeux doux. « Je vois que vous n'avez fait aucun effort pour le cacher, comme c'est charmant et rustique de votre part. » Je restais là, sans voix. Le tir de fusil à double canon de leur snobisme m'avait complètement désarmé. « Je pense qu'il vaut mieux reporter cette visite, Marc, » dit Richard, son ton celui d'un homme renvoyant un serviteur. Il ne me regardait même plus, il regardait sa fille. Peut-être pour un moment où votre ami pourra se présenter avec un minimum de dignité que nous attendons dans cette maison. Il me tourna alors le dos, un acte final et absolu de renvoi. La défaite était un goût froid et amer dans ma bouche. J'avais échoué, j'avais joué leur jeu et j'avais perdu spectaculairement. Je donnai à Sophie un dernier regard brisé, une excuse silencieuse pour ne pas être l'homme que sa famille voulait. Et je me tournai pour marcher dans l'obscurité, mon avenir avec elle semblant aussi distant et froid que les étoiles. Mais avant que je puisse faire un seul pas hors du grand porche imposant, le son m'atteignit. C'était un son que je connaissais intimement. Le grondement profond, beau et profondément familier d'un moteur V12 classique Rolls-Royce. Une paire de phares puissants et brillants balaya la pelouse manucurée, nous illuminant tous les quatre dans un éclat soudain et dramatique. Je me figeais, ma main sur la rambarde, mon cœur faisant un saut unique, espoir et totalement confus. Je connaissais ce son. Je connaissais cette voiture. La magnifique Silver Cloud bicolore glissa jusqu'à un arrêt silencieux comme un murmure, derrière ma humble camionnette. Pendant un moment, personne sur le porche ne bougea. Richard et Éléonore Prévost fixèrent,
leur visage un mélange de perplexité et d'agacement à cette interruption inattendue de leur triomphe. Sophie observa simplement, son désespoir antérieur maintenant teinté d'une curiosité profonde et questionnante. La porte côté conducteur de la Rolls-Royce s'ouvrit avec un clic doux et satisfaisant. Un chauffeur impeccablement vêtu d'un costume sombre et d'une casquette sortit et se déplaça avec une grâce pratiquée et formelle pour ouvrir la porte arrière passager. Une main émergea d'abord, une main élégante et pâle, ornée d'une seule bague massive en saphir qui semblait boire la lumière du Porsche. Puis, lentement, royalement, l'occupante de la voiture sortit. C'était elle. C'était la femme du bord de la route. Ma future belle-mère fut la première à parler, sa voix un couinement aigu d'étonnement total, qui brisa complètement sa façade froide et contrôlée. « Mère, que faites-vous ici ? Et dans cette vieille chose, je vous ai dit que le chauffeur vous prendrait dans la berline. » La femme, Mathilde Prévost, la grand-mère de Sophie, et la matriarche incontestable et universellement crainte de tout le clan Prévost, ignora complètement sa fille. Ses yeux vifs et intelligents, les mêmes yeux bleu pâle qui m'avaient observé avec une telle curiosité pendant que je travaillais, balayèrent la scène devant elle. Ils prirent en compte la posture rigide et en colère de son gendre, l'expression confuse et coupable de sa fille, la confusion larmoyante de Sophie, et enfin, ma propre forme échevelée et tachée de graisse. Elle commença à marcher vers le Porsche, ses pas étonnamment vifs et pleins d'un but qui semblait faire crépiter l'air autour d'elle. Richard et Éléonore, qui quelques moments plus tôt étaient les seigneurs impérieux de ce manoir, ressemblaient maintenant à deux enfants pétulants et grondés. Mathilde Prévost s'arrêta au bas des marches, directement devant moi. Son regard était direct, inébranlable, et contenait une pointe de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Elle me regarda de haut en bas, ses yeux s'attardant un moment sur mes mains tachées de graisse, la saleté sur mon genou, l'état légèrement froissé de mon costume. Un homme moindre se serait fané sous un examen aussi intense, mais son regard ne semblait pas jugeant. Il semblait analytique, comme un maître artisan examinant un meuble inconnu mais bien fait. Puis un sourire lent et sachant se répandit sur son visage, un sourire qui contenait un univers d'amusement et beaucoup de quelque chose d'autre. Je commençais juste à comprendre. Du respect. « Richard, » dit-elle, sa voix forte et claire, coupant le silence stupéfait comme une cloche bien frappée. Éléonore, son ton n'admettait aucun argument. C'était un commandement tranquille. Ce jeune homme, elle fit un geste vers moi avec sa main scintillante, que vous semblez être en train de jeter de votre propriété, vient de passer la meilleure partie d'une heure allongée sur l'accotement froid et humide d'une route de campagne pour réparer ma voiture après que votre chauffeur perpétuellement fiable ait apparemment pris un mauvais tournant vers un autre continent. Richard trouva enfin sa voix, bien qu'elle soit un croassement tendu et incertain. « Mère, nous ne... » « Non, il est arrivé avec une heure de retard pour le dîner, et il est en désordre. » Mathilde Prévost le coupa d'un geste dédaigneux de la main. « Un désordre, dit-elle, ses sourcils s'arquant avec un amusement ironique dangereux. Ce n'est pas un désordre, Richard. C'est la marque d'un homme qui n'a pas peur de faire du vrai travail, un homme qui s'arrête pour aider un inconnu en besoin, même si cela le fait arriver en retard à une réunion très importante. » Elle regarda alors directement sa fille. Une mesure de caractère, Éléonore, qu'aucune quantité d'argent ou de statut ne peut acheter, une qualité qui semble être désespérément rare dans cette maison ces derniers temps. Elle tourna alors le dos à ses enfants stupéfaits et horrifiés et me donna son attention pleine et entière. Son sourire était maintenant une chose de chaleur véritable. « Vous avez ma plus profonde gratitude, jeune homme, » dit-elle. « Vous possédez une compétence rare et précieuse, et encore plus rare, la gentillesse de l'utiliser sans rien demander en retour. » Elle fit alors quelque chose qui, je le crois, scella le sort de mes beaux-parents. Elle prit mon bras, sa poigne étonnamment forte pour son âge, un geste public clair d'alliance. « Venez, Marc, » dit-elle, son sourire rayonnant une joie véritable. « Il semble que je sois arrivé juste à temps pour vous sauver de ce qui était sûrement sur le point d'être une soirée affreusement ennuyeuse et jugeante.
Vous dînerez avec moi. Je marchais, stupéfait et dans un état de stupeur, les marches de ce grand château, non comme un mécanicien disgracié, mais au bras de la seule femme qui pouvait faire trembler des rois et des PDG. L'interrogatoire que j'avais redouté était terminé avant même d'avoir commencé, mais en jetant un regard en arrière au visage pâle et horrifié de Richard et Éléonore, je réalisais qu'un nouveau procès, bien plus intéressant et pour eux bien plus terrifiant, était sur le point de commencer, et mes beaux-parents, en colère, étaient maintenant ceux sur le banc des accusés. Je franchis la grande porte imposante du château Prévost, non comme un suppliant, non comme un invité disgracié et en retard, mais au bras de la seule femme dont l'autorité dans cette maison était absolue. L'air à l'intérieur était frais et sentait la cire d'abeille, la vieille fortune, et l'arôme fin et délicieux d'un canard rôti. Un majordome grand et incroyablement mince, que j'appris plus tard s'appelait Henri, se tenait dans le vaste foyer en marbre. Il regarda mes mains tachées de graisse et mon costume sale avec un éclair d'horreur professionnelle, mais son expression se lissa immédiatement en un masque de neutralité parfaite quand il vit mon escorte. « Mathilde, vous êtes revenue, dit-il, sa voix un murmure bas et respectueux. « Oui, Henri, mon nouveau protecteur, répondit Mathilde, sa voix vive et joyeuse. « Voici Monsieur Marc Leclerc. Veuillez ajouter une place à table. » À ma droite, les yeux du majordome s'écarquillèrent presque imperceptiblement à l'ordre, le siège à droite de la matriarche. C'était le siège d'honneur, un endroit, j'apprendrai plus tard, que mon propre futur beau-père, Richard, avait convoité pendant des années. Nous fûmes suivis dans la maison par les restes silencieux et choqués du comité d'accueil. Richard et Éléonore Prévost, qui quelques moments plus tôt étaient les seigneurs impérieux de ce château, traînaient maintenant dans notre sillage comme des enfants chastisés. Ma petite amie, Sophie, les suivait, son visage une belle et époustouflante image d'émerveillement naissant et de rire joyeux supprimé. Mathilde me guida dans la salle à manger. C'était une pièce si grandiose qu'elle semblait presque absurde, avec une table assez longue pour atterrir un petit avion, dressé pour ce qui semblait 20 personnes, bien que nous ne soyons que 5. Elle me guida vers mon siège d'honneur et je m'assis, me sentant comme un roturier qui avait accidentellement trébuché dans une cour royale et été pris pour un prince en visite. Le dîner qui suivit fut les 90 minutes les plus surréalistes, les plus satisfaisantes et les plus terrifiantes de toute ma vie. Ce n'était pas un repas, c'était une performance, une pièce tranquille, brutale et magistralement exécutée, avec Mathilde comme seule directrice et ses propres enfants comme le casting malheureux et humilié. Elle les ignora complètement. Pour tout le repas, son focus était un faisceau laser dirigé seulement sur moi. Elle ne me posa pas de questions sur mes revenus ou ma famille ou mes perspectives financières futures. Elle me posa des questions sur moi. « Donc, Marc, commença-t-elle, après que le majordome nous eut versé à tous deux un vin rouge rubis profond, une Silver Cloud des années 1960. Une machine magnifique, mais notoirement capricieuse. La pompe à essence, m'a-t-on dit, est un cauchemar. Quel est le secret pour maintenir la pression constante ? Et donc je lui racontais. Je parlais de ma passion, de mon métier. Je parlais de l'élégante simplicité d'un carburateur, de l'art perdu de façonner à la main une pièce personnalisée, de la satisfaction unique de ramener à la vie un beau vieux moteur oublié. Je parlais non comme un mécanicien gras, mais comme un artisan, un ouvrier qualifié, un homme qui aimait vraiment son travail. Et elle écouta, ses yeux vifs et intelligents ne quittant jamais mon visage, posant des questions intelligentes et perspicaces, son intérêt véritable et absolu. À un moment, Richard, mon futur beau-père, clairement incapable de supporter l'irrelevance plus longtemps, essaya d'intervenir. « En parlant d'investissement, mère, commença-t-il, sa voix un peu trop forte. Le marché des classiques d'avant-guerre montre un déclin significatif. » Mathilde le coupa d'un geste cool et dédaigneux de la main. « Richard, s'il vous plaît, » dit-elle sans même le regarder. « Nous discutons de choses de valeur réelle et tangible ce soir, pas de vos nombres imaginaires sur un écran. Marc est un homme qui construit des choses,
un concept que je crains devenir assez étranger à cette famille. La gifle verbale était si tranchante et précise que Richard tressaillit physiquement et se retira dans un silence maussade et ressenteful pour le reste du repas. Plus tard, Éléonore, ma future belle-mère, fit une tentative désespérée pour regagner du terrain. « Le canard est simplement divin, n'est-ce pas, mère ? Je l'ai fait venir par avion de Paris. » Mathilde prit une bouchée délicate, mâcha pensivement, puis me regarda. « C'est assez bon, » concéda-t-elle. « Mais, vous savez, Marc, un moteur bien réglé, un moteur qui a été soigné et ramené du bord par une main habile, c'est une chose bien plus satisfaisante que n'importe quel repas fantaisiste. N'êtes-vous pas d'accord ? » « Oui, madame, » dis-je, un sourire lent se répandant sur mon visage alors que je comprenais. Enfin, le jeu qu'elle jouait. Je suis tout à fait d'accord. Et ainsi, cela continua. Pour tout le dîner, j'étais l'invité célébré, l'expert valorisé, et eux, dans leur propre magnifique maison, étaient le public, forcés de s'asseoir en silence et de regarder la matriarche de leur famille célébrer l'homme même qu'ils avaient essayé si cruellement de rejeter. Sophie, de l'autre côté de la table, me regardait simplement, son visage plein d'un amour et d'une fierté si profond qu'ils faisaient battre mon propre cœur d'une lumière heureuse et brillante. Elle voyait l'homme dont elle était tombée amoureuse, non seulement accepté, mais championné. Alors que la soirée touchait enfin à sa fin et que le majordome servait le café, Mathilde fit son mouvement final et décisif. Elle regarda au bout de la longue table ses enfants silencieux et humiliés, puis Sophie et moi. « Cela fait très longtemps, » dit-elle, sa voix tranquille mais portant un poids immense, que j'ai eu une conversation d'une telle substance et intégrité à cette table. Cela donne à une vieille femme de l'espoir pour l'avenir de cette famille. Elle se tourna alors vers moi, un nouvel éclat sharp et businesslike dans les yeux. « Marc !» dit-elle. Mon défunt mari, le grand-père de Sophie, était un collectionneur passionné d'automobiles classiques. Sa collection, qui inclut plusieurs véhicules inestimables et uniques, est restée dans un garage à température contrôlée sur cette propriété, intouchée et lentement en décomposition depuis près de 20 ans. Personne dans cette famille n'a la compétence ou l'intérêt pour s'en occuper. Elle se pencha en avant, son expression maintenant celle d'une PDG faisant une offre formelle. « Je crois, » dit-elle, un sourire triomphant sur le visage, « que je viens de trouver un nouveau projet pour vous. Nous discuterons des termes généreux de votre nouveau rôle en tant que conservateur officiel de la collection automobile Prévost demain matin. » Ma propre mâchoire, je n'ai pas honte de le dire, tomba. Richard et Éléonore fixèrent simplement leur visage une toile pâle et horrifiée d'incrédulité. Elle ne m'avait pas juste approuvé, elle ne m'avait pas juste accueilli dans la famille. Elle venait de me donner un emploi, un but dans leur propre monde et les clés d'un morceau inestimable de leur histoire. Le mécanicien gras qu'ils avaient essayé de jeter de leur maison venait d'être mis en charge des joyaux de famille. Le silence dans la grande salle à manger suivant l'annonce de Mathilde Prévost était une chose de beauté. C'était un silence rempli non de tension, mais du bruit assourdissant du monde de mes beaux-parents tourné complètement et irrévocablement à l'envers. Je regardais de l'autre côté de la table ma petite amie, Sophie. Le regard d'amour pur, radiant et triomphant sur son visage était une vue que je chérirais pour le reste de ma vie. Elle n'était pas juste heureuse pour moi. Elle était vindiquée. L'homme qu'elle aimait, l'homme que ses parents avaient jugé un roturier sale et imprésentable, venait d'être anobli par la reine elle-même. Mon futur beau-père, Richard, avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Sa bouche s'ouvrit et se ferma silencieusement, comme un poisson haletant pour de l'air. Ma future belle-mère, Éléonore, était une statue de pure horreur pâle, son verre de vin figé à mi-chemin vers ses lèvres. Ils avaient perdu. Dans leur propre maison, à leur propre table, ils avaient été utterly et complètement surpassés. Leur jugement avait été jugé. Et trouvé manquant, je trouvai enfin ma voix, une chose humble et légèrement tremblante. « Madame, je ne sais pas quoi dire. C'est une offre incroyablement généreuse. Je serai honoré. Baliverne, dit-elle d'un geste dédaigneux de la main, bien que ses yeux scintillaient d'un plaisir féroce. Ce n'est pas une offre généreuse, Marc.
C'est une offre pratique. Je sauve un morceau inestimable de l'histoire de mon défunt mari de tourner lentement en poussière aux mains de gens qui le voient seulement comme un nombre dans un registre. Vous, je peux le dire, voyez l'âme dans la machinerie. C'est une compétence qui ne peut être achetée. Alors que Sophie et moi, nous préparions enfin à partir, des heures plus tard, après une longue et merveilleuse conversation avec Mathilde sur les gloires du moteur Duesenberg des années 1930, mes beaux-parents firent une dernière tentative désespérée. Ils coincèrent Mathilde dans le grand foyer. « Mère, vous ne pouvez pas être sérieuse », siffla Éléonore, sa voix un murmure bas et furieux. « Vous n'allez pas vraiment donner à ce singe graisseux accès à la collection de père. C'est un morceau inestimable de notre héritage familial. » Mathilde se tourna, et la femme grand-mère chaleureuse à qui j'avais parlé toute la soirée disparut, remplacée par une figure d'une autorité aristocratique froide, telle que même moi fis un pas en arrière involontaire. « Éléonore, dit-elle, sa voix comme de la glace, laissez-moi être parfaitement clair. L'héritage de cette famille n'est pas dans ses voitures, ou ses maisons, ou ses portefeuilles d'actions. L'héritage de cette famille est censé être dans son caractère, une qualité que ce jeune homme a affichée en abondance et une qualité que vous et votre mari, elle lança un regard flétrissant à Richard, avez montré un manque choquant ce soir. » Elle se tourna alors vers moi. « Marc a ma confiance complète et totale. C'est un homme de compétence, de décence et de gentillesse. C'est un ajout bienvenu et bien nécessaire à cette famille. Vous lui montrerez le respect qu'il a gagné. Est-ce que je me fais bien comprendre ?»« Oui, mère, » murmura Éléonore, son visage pâle, ses yeux fixés sur le sol. Mathilde me sourit alors à nouveau. « Henri vous donnera les clés du garage ouest demain matin, Marc, dit-elle. Amusez-vous. » Les mois qui suivirent furent une révolution tranquille. Notre mariage fut une affaire belle et joyeuse. Mes beaux-parents étaient là, leur sourire tendu, mais leur comportement impeccablement poli. Ils étaient terrifiés par Mathilde, et cela se voyait. Le jour après notre lune de miel, je marchais dans le fameux garage ouest pour la première fois, avec Sophie à mes côtés. C'était le paradis d'un amoureux des voitures, une cathédrale poussiéreuse et silencieuse de grandeur automobile. Il y avait des Bugatti d'avant-guerre, des Ferrari classiques, d'anciennes et magnifiques voitures muscles américaines. C'était une vie de travail, un projet de joie pure. Et c'était maintenant ma responsabilité, mon but. Je n'ai jamais eu à prétendre être un homme de gestion automobile à nouveau. En fait, Mathilde insista pour que j'invite les beaux-parents au garage, pour les guider à travers mon travail de restauration, pour expliquer les mécanismes intricats d'un carburateur, pour les laisser me voir dans mon élément, mes mains couvertes de la graisse honnête et noble de mon métier. C'était sa propre forme tranquille, soutenue et brillante de revanche en mon nom. Un soir, des mois plus tard, Sophie et moi prîmes l'une des voitures restaurées, une belle Jaguar E-Type de 1965, pour une balade à travers la campagne. Le soleil se couchait, l'air était frais et ma belle épouse était assise à côté de moi, un regard de contentement heureux pur sur le visage. Je repensais à cette première nuit terrible, à l'angoisse et à la peur que j'avais ressentie en route pour rencontrer ses parents. J'avais été si prêt à cacher qui j'étais, à prétendre être quelqu'un de plus respectable pour gagner leur approbation. Et pourtant, c'était cet acte simple et authentique de gentillesse, l'acte d'un mécanicien s'arrêtant pour aider un inconnu avec sa voiture, qui m'avait gagné tout. Ma vindication n'était pas dans leur humiliation, mais dans la vérité profonde et belle de ce moment. Je n'avais pas été accepté malgré qui j'étais. J'avais été accueilli, célébré, et finalement triomphant à cause de cela. J'avais été fidèle à moi-même, et en le faisant, j'avais trouvé une nouvelle et bien meilleure famille, tache de graisse et tout. Une histoire absolument parfaite sur comment le vrai caractère est toujours plus précieux que le statut superficiel. Que pensez-vous de la façon dont la matriarche, Mathilde, a remis sa propre famille à sa place? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire incroyable d'un test de caractère, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires réconfortantes de justice.
n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine.